Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écouter des histoires. J'ai toujours aimé savoir comment les choses avaient été faites et pourquoi elles avaient été faites comme ça. Sauf que je m'intéressais très peu à ce qui se passait dans le monde réel. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les histoires dans les mondes de fiction. Et ça a un nom et ça s'appelle le lore. Le lore, c'est tout ce qui va contribuer à fabriquer l'univers autour d'une histoire de fiction. Ça peut être les origines d'un personnage, les détails sur une civilisation perdue ou l'origine d'un objet qu'on ne voit ne serait-ce que quelques secondes. Le lore, dans sa forme la plus basique, c'est ce qui va rendre un univers vivant au-delà de son histoire. C'est ce qui va permettre à votre cerveau de faire vivre l'histoire au-delà du livre que vous venez de lire, au-delà du film que vous venez de regarder et au-delà du jeu auquel vous venez de jouer. Et regardez, ça peut être n'importe quoi. Une simple lettre trouvée dans le coin d'une pièce. Une lettre écrite par une femme pour son mari qui était parti chercher des médicaments. Une lettre où elle écrit qu'elle n'est pas en sécurité et qu'elle s'est barricadée dans la pièce parce qu'un groupe de gens armés lui veut du mal. Et quand vous allez dans la pièce d'à côté, vous voyez une corde avec un nœud. Et juste en dessous, il y a un squelette. Le ventre éviscéré et la tête détachée. Et là, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de regarder, c'est sûrement le squelette de la femme qui a écrit la lettre, juste avant de se faire rattraper. Et ça, c'est juste un détail dans un jeu où tout est parti en couille. Vous savez, c'est le genre de jeu où chaque ressource est utile parce que justement, il y a presque plus rien. Et du coup, fouiller le moindre tiroir vous permet d'avoir la ressource nécessaire pour vous maintenir en vie. Et c'est justement en fouillant partout qu'on va trouver autre chose que des ressources. Quand vous continuez le jeu, quelques kilomètres plus loin, vous trouvez un squelette adossé à un vieil ordinateur. Et même en passant à côté, on pourrait passer à côté, parce qu'il y a tellement de squelettes partout, il y a tellement de morts dans ce jeu qu'on pourrait passer à côté du moindre mort en plus. Parce que 1 de plus 1 de moi, c'est pas intéressant. Ce qui est réellement intéressant, c'est ce que le squelette a à dire. Enfin plutôt ce que le squelette avait à dire. Parce que juste à côté, il y a une lettre. Dans cette lettre, on comprend que le gars avait trouvé des médicaments. Et qu'en rentrant, rapporter les médicaments, il a été transpercé par une flèche. Il va essayer de se cacher, sauf que j'ai dit qu'il a été transpercé par une flèche. C'est pas juste la flèche qui te rentre dedans et qui reste bloquée. Avec un peu de chance, elle touche rien de vital et du coup tu t'en sors. Non, quand une flèche te transperce, elle fait un trou. Et quand t'as un immense trou dans le corps dans un monde plein de zombies, tu peux pas juste appeler le 112 histoire d'avoir une ambulance qui vient te chercher. Non, quand t'as un trou dans le corps dans un monde plein de zombies, tu vas probablement te vider de ton sang. Il a écrit cette dernière lettre en demandant à quiconque trouvera son cadavre de ramener les médicaments à sa femme enceinte. De lui dire qu'il l'aime, qu'il est mort paisiblement et qu'il espère qu'elle aura une vie heureuse malgré son absence. C'est triste, mais cette histoire elle a aucun impact sur l'aventure de votre personnage. C'est pas du tout quelque chose de nécessaire pour terminer le jeu, il n'y a pas une énigme dans la lettre. Non, c'est juste l'histoire d'une femme qui attendait son mari avant de se faire tuer et d'un homme parti chercher des médicaments pour sa femme avant de se faire tuer. C'est 2 personnes qui voulaient vivre ensemble et qui sont mortes séparées. Cette histoire, ce qu'elle va impacter, c'est vous, en tant que joueur, pas votre personnage. Et c'est ça la force du lore. Bon ok, c'était un exemple sympa mais un peu simple, non ? Genre, moi aussi je peux écrire des histoires un peu tristes et les mettre dans mon jeu, faire genre c'est du lore. Et si je vous donne un exemple différent ? Allez, tendez l'oreille. Tendez l'oreille et écoutez. Si vous avez reconnu cette musique, c'est que vous avez joué à Outer Wilds. Ou alors vous avez vu cette vidéo sur Outer Wilds. Outer Wilds, pour ceux qui connaissent pas, sans faire aucun spoil, c'est un jeu où on incarne un personnage qui part dans l'espace. Sur notre chemin, on va trouver énormément d'informations sur le monde qui nous entoure, et Outer Wilds fait partie de ces jeux qui se terminent très rapidement. Du moins qui peuvent se terminer très rapidement. En fait, techniquement, le speedrun le plus rapide d'Outer Wilds, il dure 7 secondes. Et en vrai, 7 secondes, c'est pas très long, du coup je me permets de vous le mettre en entier. Pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec l'anglais, ça veut dire que vous venez de mourir. Un peu bizarre comme fin, mais après tout, en 7 secondes, fallait pas s'attendre à grand chose. Il n'y avait pas le temps de préparer de banderole, félicitations, tu as sauvé l'univers, ou tu es le héros de la légende, ou encore la princesse t'attend pour te faire un bisou sur la joue. Non, en 7 secondes, vous avez juste le temps de mourir. Et les crédits du jeu apparaissent. Vous n'êtes pas satisfait? C'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres fins et pour les avoir il faut se nourrir du lore. Je vous l'ai dit, le lore dans sa forme la plus basique c'est ce qui va rendre un univers vivant au-delà de son histoire. Mais là on n'est plus dans sa forme la plus basique. Là le lore va vous permettre de changer la fin de l'histoire. En fonction d'avec qui vous allez parler, des actions que vous allez effectuer, vous allez assister à des fins toutes différentes. Des fins qui en fonction de vous vont vous permettre d'être satisfait de votre aventure. En fonction de si vous avez eu assez ou si vous voulez encore plus de lore. Et là encore, le lore, vous n'êtes pas obligé de le suivre pour finir le jeu. Je vous le dis, Outer Wilds, ça se finit en 7 secondes. Et la question du coup, c'est quel intérêt de tout finir si vite quand il y a encore autant de choses à découvrir? Outer Wilds, ça fait partie de ces types de jeux comme Hollow Knight. En fonction d'à quel point tu t'intéresses à ce qui t'entoure, ton aventure va changer. Le lore devient un élément qui va modifier le gameplay, qui va modifier l'aventure de notre personnage en plus de nous impacter nous en tant que joueurs.
Pas mal comme exemple. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il montre à quel point le titre de cette vidéo est complètement évident. C'est évident que si le lore impacte la fin du jeu, son importance est ultime. Et c'est tellement évident que faire une vidéo là-dessus n'est pas réellement quelque chose d'intéressant. C'est aussi pour ça que je veux pas parler de jeux où le lore est réellement central. Oui, le lore dans World of Warcraft est primordial pour profiter du jeu, et c'est pour ça qu'il y a des cinématiques de fou. Mais WoW, c'est un MMORPG, donc c'est normal. Et je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont citer leur univers préféré. Et en vrai, c'est super parce que comme ça, on découvre encore plus d'univers. Mais j'aimerais parler de jeux inattendus qui utilisent le lore pour devenir encore plus exceptionnels. C'est pourquoi j'aimerais vous donner encore deux exemples bien différents. Deux jeux qui à mon sens disposent d'un lore qui est primordial pour en extraire toute la saveur. Mais pourtant ils ont un lore qui n'impacte en rien l'expérience du personnage. C'est du lore dans sa forme la plus basique. C'est deux jeux auxquels moi j'ai énormément joué et qui chacun à leur manière vont utiliser le lore pour devenir unique en laissant à jamais une trace visible dans l'histoire du jeu vidéo. Le premier c'est Super Mario Galaxy et le deuxième c'est Minecraft. Mais chaque chose en son temps, on va d'abord commencer par le plus simple. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy est un jeu de plateforme en 3D sorti en 2007 pour la Wii. C'est un jeu qui révolutionne les jeux de plateforme en 3D avec son système de gravité qui permet aux joueurs de se balader sur des centaines de planètes différentes à travers des paysages tous différents les uns des autres. Super Mario Galaxy, c'est pas un jeu, c'est une aventure à travers le cerveau d'un game designer. Chaque idée est nouvelle et nous permet de découvrir une nouvelle manière d'apprécier les mécaniques de gameplay. Et vous en doutez, c'est un jeu qui va avoir énormément de succès et du coup Nintendo va rapidement imaginer une suite. Super Mario Galaxy 2. Et à mon sens, Super Mario Galaxy 2 a des idées encore plus novatrices que son prédécesseur. Ils ont mis Yoshi, qui nous permet de faire des trucs de fou, et plein de nouveaux power-up. Donc ça rend le jeu encore plus vivant, et c'est pourquoi, selon moi, Super Mario Galaxy 2 est le meilleur jeu de plateforme 3D du monde. Mais c'est bien ça son problème en fait. Super Mario Galaxy 2 est le meilleur jeu de plateforme 3D au monde, là où Super Mario Galaxy 1 est bien plus que simplement un jeu de plateforme en 3D. Ok, c'est parti. Super Mario Galaxy 1 commence très simplement avec un scénario qu'on connaît tous. Bowser arrive pour kidnapper la princesse Peach. Jusque là, c'est le scénario de tous les jeux Mario, donc on n'est pas trop perdu. Sauf qu'avec lui, il va prendre le château, pas mal, mais surtout il va propulser Mario dans l'espace. On se réveille sur une petite planète toute mignonne qui va nous servir de tutoriel. On va pouvoir commencer à tester cette fameuse gravité en attrapant des lapins qui en vérité sont des Lumas. Un tout nouveau type de personnage dans l'univers Mario. Et une fois qu'on a rattrapé tous ces lapins qui sont en fait des Lumas, on va rencontrer la mère de tous les Lumas. Et son nom c'est Harmony. Harmony, c'est une anomalie dans les jeux Mario. Je dis ça parce que Harmony est un personnage mystérieux qui va devenir la principale source de lore du jeu. Et normalement, dans un jeu de plateforme, on n'a pas besoin de lore. On n'a pas besoin d'une histoire compliquée pour comprendre que dans les jeux Mario, on démarre à gauche de l'écran et on doit aller à droite de l'écran. Tout ce qu'on a besoin pour aller de gauche à droite, c'est un prétexte. Et dans les jeux Mario, le prétexte a toujours été le même. Il faut sauver la princesse. Et justement, le prétexte dans Super Mario Galaxy, on l'a déjà. Du coup, Harmony, pourquoi existe. Et Harmony, elle existe pour deux raisons. La première, c'est nous emmener à l'observatoire, qui va être le hub central du jeu, dans lequel on va pouvoir choisir nos niveaux. C'est comme dans tous les jeux Mario, c'est une espèce de map où on choisit nos niveaux pour jouer. Sauf que là, c'est pas une map, non, c'est une station stellaire de 3000 tonnes et d'1 km de haut, en toute simplicité. Et la deuxième raison qui fait que Harmony existe, c'est qu'elle donne vie à cette pièce, la bibliothèque. Durant votre aventure, vous allez ramasser des étoiles à chaque niveau, et à chaque palier d'étoiles, vous allez débloquer des endroits dans l'observatoire. La terrasse, la salle de bain, la cuisine, la chambre, etc. Et toutes ces salles, elles ont un but. Servir de point de départ pour sélectionner le niveau dans lequel vous voulez jouer. Toutes, sauf une. La bibliothèque. Vous pouvez finir le jeu sans même y rentrer, et de toute manière, elle n'aura aucun impact sur votre personnage. La bibliothèque, c'est du lore dans sa forme la plus basique. Et quand vous entrez dans la bibliothèque, on retrouve quelques Lumas et Harmony assises sur une chaise au centre de la pièce, sur le point de raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille qui trouve un Luma. Un Luma triste parce qu'il a perdu sa mère. La petite fille promet d'attendre sa maman avec lui. Et ensemble, ils vont commencer à chercher la maman du Luma dans le ciel, pendant des heures, des jours et des années. Un soir, fatiguée de ne rien trouver, la petite fille décide alors de réparer un vieux vaisseau et partir à la recherche de la maman du Luma. Ensemble, ils vont bien s'amuser. Ils vont se nourrir de fragments d'étoiles et atterrir sur une comète. Sauf qu'un soir, la petite fille se mit à pleurer. Elle a fait un rêve où sa mère s'en va et ne revient jamais. En voyant la petite fille pleurer, le Luma lui aussi se met à pleurer. Leur maman leur manque. Après un long voyage et de nombreuses recherches, le Luma était désespéré de retrouver sa mère. Et ce jour-là, la petite fille lui promit de prendre soin de lui à la place de sa mère. Ensemble, ils vont construire une maison. Une grande maison. Bien trop grande pour deux personnes. Ils vont rencontrer d'autres Lumas et la petite fille va leur devenir la mère de tous les Lumas. Mais un jour, en regardant à travers son télescope, elle va poser les yeux sur son ancienne maison. Penser à son père, son frère, avec qui elle descendait la colline, et sa mère, avec qui elle pique-niquait à côté de l'arbre. La petite fille va alors fondre en larmes, en suppliant de rentrer à la maison, de voir sa mère. Mais elle sait pourtant très bien que sa mère, elle pourra jamais la revoir. Cette histoire, elle te poignarde en plein cœur et donne une toute nouvelle dimension à Super Mario Galaxy. On comprend très rapidement que cette histoire, c'est l'histoire d'Harmony. Le hub central, c'est plus juste un endroit pour choisir un niveau, non, c'est la maison qu'elle a bâtie avec sa toute nouvelle famille. Harmony n'est pas magiquement la mère de tous les Lumas, non, elle a choisi de devenir la mère de tous les Lumas, pour que chaque Luma ait une maman. Cette histoire, c'est ce qui va propulser Super Mario Galaxy 1 pour être plus qu'un simple jeu de plateforme en 3D.
Ça va être de quoi on se rappelle quand on pense au jeu. Ça va être ce que le deuxième opus n'arrivera pas à faire. Et bien sûr, Super Mario Galaxy a un game design incroyable et c'est bien sûr nécessaire pour que ce soit un bon jeu, mais avec ce lore qui n'a aucun impact sur notre personnage, Super Mario Galaxy est bien plus qu'un simple jeu de plateforme. Super Mario Galaxy, de par son lore, nous impacte directement nous en tant que joueurs. Je pense qu'ici, il y a pas mal de gens qui sont convaincus que le lore c'est important. Mais je suis pas fini. Je prends un dernier exemple et ça va être soit le pire, soit le meilleur en fonction de comment vous le voyez, mais parlons de Minecraft. Je pense qu'ici, je suis pas le seul à avoir passé beaucoup de temps sur Minecraft. Je me souviens, le jeu m'attirait pas du tout et c'était un ami du collège qui voulait absolument que je joue avec lui. J'étais allé voir sur internet et face aux autres jeux, Minecraft ça avait l'air nul. Je me rappelle, il y avait soit ça, soit Far Cry 3. Mais bon, je voulais pas foutre devant à mon pote et du coup, je suis allé voir et dans mes souvenirs, j'ai joué à une version navigateur de Minecraft. Je sais même pas si c'est possible. J'étais dans une forêt avec en face de moi de l'eau. Et dedans, il y avait des poulpes. Des poulpes avec d'immenses dents et je me souviens, c'est pour ça que je suis pas allé dans l'eau. Les poulpes me terrifiaient et j'étais sûr que si j'allais dans l'eau, j'allais me faire tuer. J'ai ramassé quelques blocs de terre, de sable, j'ai ramassé un truc qui ressemblait à du bambou. Et j'ai commencé à me balader. Et tout à coup, la nuit commence à tomber. Moi, j'avais pas prévu ça. Et pire que la nuit, il y a les monstres qui commencent à apparaître. J'ai pas couru très longtemps avant de me dire que c'était foutu et qu'il fallait absolument que je me mette en sécurité. Et du coup, j'ai commencé à construire un abri. Je commence à construire, sauf que les blocs que je mets commencent à tomber. Tout ce que j'avais compris dans Minecraft, c'est que la gravité, on s'en foutait un peu. Et là, tout d'un coup, la gravité était importante. Je me suis mis dans un coin, j'ai entendu un monstre arriver et j'ai explosé. Directement après l'explosion, j'ai fermé le navigateur. Et le lendemain au collège, quand mon pote m'a demandé comment c'était, j'ai pas osé lui dire que j'avais eu beaucoup trop peur pour continuer à jouer. Mais je me suis pas découragé. J'ai ouvert YouTube et j'ai regardé un guide pour bien débuter. Bonjour et bienvenue sur notre tutoriel Minecraft, bien débuter à Minecraft. J'ai fait mes premiers outils, ma première maison, quand tout à coup, une musique s'est déclenchée. Une musique tellement triste. Et je comprenais pas pourquoi elle était si triste. J'étais censé être un futur dieu, avoir la capacité de bouger le moindre bloc, d'être littéralement une entité divine. Et la musique était triste. Quelques blocs plus loin, dans une crevasse, je suis tombé sur des planches de bois. Et c'est là que pour moi, Minecraft a pris une autre tournure. Ok, tous ceux qui ont déjà joué à Minecraft le savent, mais la première chose que tu fais quand tu crées un nouveau monde, c'est d'avancer vers un arbre, prendre un bloc de bois et en faire des planches. C'est le craft qui donne accès à tous les crafts. Et là, il y a des planches, mais c'est pas moi qui les ai mises là, ces planches. Du coup, c'est qui ? La réponse elle est très simple, hein, c'est les développeurs. Il y a plein de structures générées aléatoirement dans Minecraft en fonction des biomes, et déjà à l'époque, je savais que c'était pas un autre joueur qui avait placé ça là, mais la question restait malgré tout entière. C'est qui a mis ça là? Est-ce que en descendant dans cette faille, j'allais tomber nez à nez avec un PNJ? Comment je fais s'il m'attaque? Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je suis descendu. Il y avait des coffres, il y avait du stuff dedans, et des araignées insupportables qui passaient même à travers les barricades que je construisais. Et en partant de cette mine, je pouvais pas empêcher de me dire, suis-je vraiment seul dans ce monde? Et en fait, à chaque découverte, le mystère devenait de plus en plus dense. Des temples, des pièges, et tout à coup, un village entier. Et en jouant à Minecraft, j'avais qu'une seule envie, c'est découvrir de nouvelles structures. Quelque chose qui m'apporte des réponses en fait. Qui sont les gens derrière ces temples? Qui sont les gens derrière ces mines? J'avais la possibilité de construire n'importe quoi. Et j'ai préféré passer mon temps à chercher ce que les autres avaient construit avant moi. J'avais qu'une seule attente, trouver un contexte à tout ce qui m'entourait. Pourquoi est-ce que c'est là? Je voulais absolument avoir la suite de l'histoire, sauf que les développeurs, ils n'avaient pas prévu d'histoire. Ils n'avaient pas prévu de nous dire qui était ceux à l'origine de tout ça. Pour eux, Minecraft, c'était un endroit pour construire. Tu mines, tu craftes, c'est le nom du jeu. Une fois que j'avais compris que j'avais exploré toutes les structures possibles, j'ai fini par arrêter de voyager. J'ai rejoint mes amis qui m'attendaient pour jouer. Et je passais la grande majorité de mon temps sur Hypixel pour tester tous les mini-jeux sur lesquels on pouvait s'amuser. Et même sur Hypixel, je trouvais des chemins cachés dans les lobbies. Je cherchais une construction avec laquelle je pouvais imaginer une autre histoire. Pour moi, Minecraft, c'était pas un lieu pour construire ma propre histoire. C'est un lieu où je pouvais imaginer l'histoire des autres. Minecraft n'avait pas de lore, tout ce que Minecraft avait c'était des structures random avec des coffres pour avoir du loot. C'était une structure de gameplay, c'était juste du jeu vidéo. Du coup j'inventais le lore. Et je le savais pas à l'époque mais j'étais pas le seul à faire ça. Parce que maintenant il y a toute une histoire autour de Minecraft. Et là je sais que certains d'entre vous pensent directement à la légende d'Herobrine. Parce que oui, c'est une des légendes les plus connues à laquelle on a tous cru. Moi à chaque fois que j'entendais un son bizarre dans les mines, j'avais peur de Herobrine. C'est une des plus grandes légendes du jeu vidéo, mais l'histoire que je vais vous raconter va beaucoup plus loin. Toute une histoire complexe sur une ancienne civilisation qui est à l'origine de tout ce qu'on peut trouver dans Minecraft. Comment ils ont tout construit avant nous, comment ils ont bâti des civilisations et ont régné sur le monde, comment ils ont construit des villages pour ceux qui ne savaient pas construire, comment ils ont découvert qu'ils pouvaient créer la vie à partir de simples blocs, et comment à travers leur soif de découverte ils ont provoqué leur propre perte, comment ils ont essayé de dominer cette nouvelle terre mais ont échoué, comment leurs âmes sont faites absorber et comment du tréfonds de cet enfer elles se sont relevées, comment ceux restés en sécurité ont tout essayé pour les ramener, jusqu'à créer ce qui allait les condamner, comment en plongeant sous terre pour se mettre en sécurité ils ont rebâti une toute nouvelle cité. Mais au bout d'un moment, tout finit par se terminer. Le monstre les avait retrouvés, mais ils avaient tout préparé. Ils avaient un portail pour s'échapper. Un portail alimenté par les âmes de ceux qui avaient été condamnés. Mais du portail qu'ils venaient de créer, c'est une toute nouvelle menace qui a fini par les terrasser. Le groupe restant décida qu'il n'y avait plus qu'une seule solution.
changer de dimension. Partir pour un monde rempli de dragons, dominer cette nouvelle terre pour avoir une nouvelle maison. Mais les vivres commencèrent à manquer, et seul le corail permettait de se substanter. Un corail magique qui leur permettait d'obtenir de quoi voyager dans cette étrange dimension. La téléportation. Mais malgré cette évolution, ils étaient bloqués dans cette dimension pendant des dizaines et des centaines d'années. Les dragons, c'était aussi le seul moyen de se nourrir en dehors du corail. Mais à force de les chasser, l'ère des dragons était terminée. Et dans une ultime expérience pour contrôler la vie, ils bâtirent d'immenses tours avec des cristaux, permettant à jamais de maintenir en vie le dernier dragon. Les années passèrent, et le corail qu'ils avalaient petit à petit les transformait. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons, dans ce monde aux 1000 histoires, et à chaque structure que nous croisons, de nouvelles questions. Et c'est peut-être pour ça que la musique est aussi triste en fait. On ne peut pas s'empêcher de créer des histoires parce que les histoires remplissent de sens ce qu'on va croiser. Et on est constamment à la recherche de sens. Qui, pourquoi, comment. Que ce soit dans des jeux où le lore n'a aucun impact, des jeux qui sont directement impactés par son existence, ou même des jeux qui n'en ont pas. Le lore, en fait, c'est une couche qui va rendre les choses tellement plus vivantes. Même dans le monde réel, on imagine des sociétés secrètes. Des sociétés qui avaient des technologies pour déplacer des montagnes d'un claquement de doigts. Et c'est pour ça que la prochaine fois que vous verrez un Enderman soulever un simple bloc de terre, vous verrez en fait un humain qui à l'époque soulevait la terre entière pour la façonner. Et quand il prononcera quelques bruits incompréhensibles, vous entendrez.